Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver à Panorama Média. Panorama Média, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité sur la RTB2. 3 sujets au menu de ce rendez-vous du jour. Dans un premier temps, nous parlerons de Ma part de vérité, ce livre qui a fait la une des médias mais aussi des réseaux sociaux cette semaine. Un livre où Jean-Baptiste Ouédraogo, l'ancien président de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, revient sur certains défauts de Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé. Dans la deuxième partie, nous parlerons du général Djibril Bassolé, l'homme qui purgeait une peine de prison de 10 ans pour son implication dans la tentative de coup d'État manqué de septembre 2016 au Burkina et qui a été évacué cette semaine en France où il doit recevoir des soins. Et enfin, dans la troisième partie, nous reviendrons encore une fois sur les élections présidentielles et législatives de 2020. Un sujet qui continue de faire l'actualité au Burkina avec cette semaine l'annonce par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante du report de la révision de la liste électorale, révision qui devrait débuter ce 3 février 2020. Et pour aborder tous ces sujets, je reçois sur ce plateau 4 invités, 4 journalistes. À ma gauche, Josias Dabiré, correspondant de Burkina Info TV à Bobo de Lasso. Josias qui fait son grand retour parmi les siens. Josias, bonjour. Bonjour. Et juste à côté, Ismaël Satounet Paré, journaliste reporter à la télévision RTB2. Et Paré, bonjour. Bonjour. Et à ma droite, Ahmed Zerbo, directeur de publication du journal Libération. Zerbo, bonjour. Bonjour, M. Sanou. Et Serge Théier, journaliste à la radio LPC, la radio Liberté de parler et de communiquer. Serge, bonjour. Bonjour. Voilà donc pour ce qui est du décor de ce numéro de votre émission Panorama Média de ce dimanche 2 février 2020. Place au débat et à notre premier sujet, Ma part de vérité. C'est le titre d'un livre sorti nouvellement et qui a créé cette semaine une vive polémique au sein des Burkinabés. Un livre où Jean-Baptiste Ouédraogo, l'ancien président de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, revient sur certains défauts de Thomas Sankara, le leader de la révolution burkinabé. Alors comment est-ce que vous comprenez toute cette polémique que ce livre a engendré, Josias? Ouais, c'est tout à fait normal que les gens puissent s'indigner. Vous savez qu'aujourd'hui, on a affaire à une génération, beaucoup de cette génération n'ont pas connu véritablement Thomas Sankara physiquement, en son temps, puisque aujourd'hui, on a affaire à une jeunesse qui est née depuis 87 aujourd'hui, même les gens qui sont nés en 82, qui sont devenus cadres aujourd'hui. Vous savez que de 82 à 87, la mort de Thomas Sankara, ce n'est pas évident qu'ils puissent connaître l'homme. Donc aujourd'hui, quand même, l'homme, à travers ses œuvres, en tant que père de la Révolution, a fait l'ancrage. Voilà. Donc aujourd'hui, il est présenté comme une icône. Comme on le dit souvent, c'est le Che Guevara de Burkina. Aujourd'hui, la renommée de l'homme dépasse les frontières. Aujourd'hui, quand vous partez dans d'autres pays, vous avez même des édifices publics comme privés qui portent le nom de Thomas Sankara. Donc, des avenues. Tel que présenté. Et donc, on se pose aujourd'hui la question de savoir quelle est l'opportunité pour Jean-Baptiste Ouédraogo de revenir sur cette personne, sur cette icône panafricaine qui fait chanter tant la jeunesse du monde. Oui. Donc, même s'il y avait des griefs contre lui, parce qu'on sait qu'il fit son ministre à l'époque, Sankara a été le ministre de Jean-Baptiste Ouédraogo. Et il a succédé après. Voilà, succédé après. Et quel que soit donc les clivages qui ont existé en son temps, s'il n'a pas pu quand même faire ta part de vérité, aujourd'hui, on trouve que c'est inopportun cette sortie pour parler de sa part de vérité. C'est vrai que la vérité, chacun dispose de sa vérité, chacun a sa part. Mais lorsque sa vérité touche quelque chose qui a... Vous savez, pour faire un peu les choses, aujourd'hui, même quand on vous présente les prophètes, que ce soit Jésus, que sais-je encore, tous ces prophètes-là, il est évident que dans leur vie, ils ont eu à poser des actes qui n'étaient pas aussi comme ça. Mais après les morts, quelques années plus tard, on a eu à consacrer des livres saints à leur nom qu'on essaie maintenant donc, de choyer l'image. Aujourd'hui, soyez sûr que si vous vous attaquez à la vie de ces prophètes aujourd'hui, vous aurez donc les fidèles sur votre dos. Donc il en est de même aujourd'hui que Jean-Baptiste, en posant cet acte ou en écrivant ce document, où il décrit, il essaie donc de salir un peu l'image de l'homme, il devait s'attendre à ce qu'il ait tous ces peuples sur son dos. Donc pour vous, ce n'est pas surprenant. Alors, Zerbo, est-ce que vous pensez que le président Jean-Baptiste aurait dû se taire? Vous savez, en réalité, Jean-Baptiste Ouédraogo, c'est un acteur de la révolution. Alors, il connaît mieux... Un acteur de la révolution.
je peux dire que l'un des acteurs, puisque il y a eu d'abord le CSP 1 et le CSP 2, alors le Conseil de salut du peuple. Voilà, quand les Sankara ont fait leur coup, effectivement, ils se sont réunis pour choisir le président. Et c'est Jean-Baptiste qui a été choisi pour effectivement diriger le Conseil du salut du peuple. Donc cela veut dire que c'est des acteurs qui se connaissent très bien. Jean-Baptiste Ouedraogo connaît très bien Thomas Sankara. Alors, et je peux dire que quand les officiers se sont réunis pour choisir le président, c'est Sankara qui a pesé du côté des jeunes officiers pour que Jean-Baptiste Ouedraogo prenne le pouvoir. Donc c'est des acteurs qui se connaissent très bien. Aujourd'hui, il a sorti effectivement un livre dénommé « Ma part de vérité ». Dites-vous qu'il n'y a pas une vérité absolue. Sa vérité est relative. Voilà. Donc, c'est sa part de vérité. Et ceux-là qui aujourd'hui critiquent le livre de Jean-Baptiste Ouedraogo, c'est leur part de vérité aussi. C'est vrai, Josias l'a dit. Alors, ceux-là qui critiquent aujourd'hui son livre, c'est la jeune génération. Ceux-là qui sont nés juste après la Révolution, qui n'ont connu que Sankara comme une icône, voilà, de la jeunesse africaine. Vous voyez, Sankara, c'est un être humain. Il a ses défauts, il a ses qualités. Aujourd'hui, Jean-Baptiste, je peux dire qu'il a commis l'erreur. C'est vrai que, bon, c'est sa part de vérité. Il a connu la période, il a voulu quand même donner, effectivement, sa part de vérité sur cette période-là, pour permettre, effectivement, aux Burkinabés de connaître ce qui s'est passé à cette période-là. Alors, je peux dire qu'il a commis une erreur entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, les gens, la jeunesse ne connaît toucher à Sankara, à l'image de Sankara. C'est-à-dire que le côté négatif de l'homme. Alors que, comme je l'ai dit tout de suite, c'est un être humain comme tout autre. Il a ses défauts. Et lui-même aimait bien, il dit qu'il n'est ni ange, ni démon. Donc, alors, en commettant cette erreur, entre guillemets, il s'est mis à dos, effectivement, la jeunesse africaine. Alors, tenant compte aussi du contexte africain, vous voyez, quand quelqu'un décède, même s'il a commis des erreurs dans sa vie, alors, on ne peut pas, compte tenu de nos réalités, on ne doit pas effectivement étaler effectivement ce mauvais côté, ce côté négatif-là sur la place publique. Donc, bon, je peux dire que bon, ceux-là qui le critiquent, c'est leur part de vérité. Jean-Baptiste aussi, c'est sa part de vérité. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de vérité absolue. D'accord. Et Serge, à travers ce débat, ce livre de Jean-Baptiste Ouedraogo, on comprend alors que il ne faut pas toucher à Thomas Sankara. C'est aussi votre avis? Il ne faut pas toucher à une icône. Thomas Sankara, c'est une icône. Et moi, je dis il faut qu'on aille au-delà de l'individu Thomas Sankara. Parce que quand vous parlez du livre de Jean-Baptiste, on voit l'individu Thomas Sankara. Il dit qu'il était un manipulateur. Non, moi, je vais au-delà de l'individu Thomas Sankara. Thomas Sankara, c'est l'idéologie. Parce que Thomas Sankara, il est mort il y a longtemps. Mais c'est l'idéologie de Thomas Sankara qui, aujourd'hui, continue de perdurer et fait qu'il est une référence pour la jeunesse. C'est l'idéologie. C'est que Thomas Sankara prônait. L'impact de cette idéologie sur le Burkina Faso, sur toute une génération qui ne le connaît même pas. Mais quand il le regarde, c'est qu'il le gars prônait l'intégrité. Ça fait que, voilà. Donc, tout le monde se reconnaît à travers ce qu'on veut aujourd'hui. C'est quoi? En fait, vous savez, quand on regarde Thomas Sankara, à travers Thomas Sankara, on regarde la gestion des politiques après Thomas Sankara, des hommes politiques après Thomas Sankara. Où, au temps de Thomas Sankara, c'était l'intégrité. Il fallait que chacun travaille pour faire avancer le pays, où tout le monde allait dans le même sens et autres. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'individualisme, c'est beaucoup plus la corruption, la recherche du gain personnel et autres, tout ça. C'est ça. Et en fait, en réalité, si vous voyez que les gens ont réagi quand on a touché à Thomas Sankara, ce n'est pas l'individu, mais vous voyez, on n'a pas de référence de Jean-Baptiste, l'ex-président Jean-Baptiste Ouedraogo, en matière d'idéologie, alors qu'on a une référence avec Thomas Sankara. Donc on se dit, voilà, bon, écoutez, si nous on a notre icône, donc on magnifie l'idéologie, on magnifie les valeurs, et vous venez faire ressortir son côté humain. Bon, tout naturellement, ça, on n'allait pas vous entendre avec ces personnes-là. Voilà, maintenant, écoutez, le côté humain de Thomas Sankara, tout être humain, bon, moi quand je regarde l'âge du président Jean-Baptiste, je sais que c'est quelqu'un, il est difficile qu'on puisse se permettre même de dire qu'on va lui donner une leçon. On sait tous en Afrique ici que quand quelqu'un ne vit plus, quels que soient ses défauts, le jour de son inhumation, bien quand on veut même parler de lui, on ne parle que de ses
qualité. Voilà. Donc c'est un peu difficile. Aujourd'hui, on est quand même en démocratie où chacun la liberté. Je sais, Oui. il a dit, c'est sa part de vérité. Oui. Maintenant, bon, cette part de vérité-là, avec l'actualité qu'on vit actuellement au Burkina, Le contexte. le contexte, quel est l'intérêt de cette part de vérité? Bon, c'est là aussi que la question se pose. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça va nous apporter pour qu'on puisse, par exemple, dans le contexte sécuritaire difficile qu'on vit là, peut-être nous en sortir et autres, ça. Quel est l'intérêt de cette part de vérité maintenant? C'est là que certains ont parlé d'opportunité et je suis d'avis avec eux. D'accord. Ismaël Paré, est-ce que ce livre de Jean-Baptiste Ouedraogo, Ma part de vérité, est-ce que ce livre peut convaincre quelqu'un? Ça dépend de là où on se situe. Est-ce que c'était opportun? Ça dépend de là où on se situe. Moi, tout ce que je voudrais dire, c'est une œuvre intellectuelle. Et au Burkina Faso, jusqu'à preuve du contraire, oui, chacun a le droit... Les Burkinabés n'écrivent pas assez. Bon, ce que je voudrais dire au Burkina Faso, jusqu'à preuve du contraire, chacun a le droit de produire des œuvres intellectuelles. Et je pense qu'il s'est inscrit dans cette logique. Maintenant, quand je prends son œuvre, quand j'essaie de parcourir, il y a trois choses que moi je retiens. Il y a le contexte dans lequel l'homme a écrit, parce qu'il ne faut pas occulter ça. Je voudrais à ce niveau mettre un peu de bémol dans ce que Zerbo disait tout à l'heure. Il n'est pas un acteur de la révolution, parce que c'est quelqu'un qui s'était opposé à la révolution. Il dit même avoir été victime. Bien sûr, parce que lorsque nous prenons le cours de l'histoire, à partir du Conseil du Salut, il était question, parce qu'il y avait une crise entre les jeunes officiers et les vieux officiers. Lui, il était le plus âgé ou le plus gradé, même si... Bon, il était le plus ancien. Oui, oui. Donc, il était question de faire une transition et après cette transition, ils allaient passer à une nouvelle constitution pour lancer la vie démocratique. Donc, chose qui n'a pas été, en tout cas, épousée par certains jeunes, dont Thomas Sankara. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas participé à la révolution. Il s'est même opposé à ça. Donc, c'était un peu ça. Maintenant, il y a le contexte dans lequel il a écrit son œuvre. Il y a le fond, qu'est-ce qu'il a dit dedans, et il y a l'opportunité. Voici ces trois aspects. Parce que il y a des gens... D'abord, par rapport au fond. Par rapport au fond, oui, c'est un édito, c'est une prise de position. Quand il dit ma part de vérité, ça veut dire que... C'est lui sa part de vérité. De façon... il ne prétend pas détenir toute la vérité, il ne prétend pas avoir toute la vérité. Mais il dit qu'il a sa part de vérité. Donc c'est comme une prise de position. Donc le débat que ça suscite est normal. Le débat que ça suscite est normal. C'est ce qu'il a dit. Il dit même que c'est l'un de ses objectifs de susciter le débat. Parce que tous ceux qui ont vécu cette période, et tous ils sont pas morts. Il y a plein de personnes, d'acteurs qui vivaient pendant cette période, qui peuvent aujourd'hui aussi réagir. Donc ce qui est important, vous savez, dans la vie, il y a des personnes que la population accepte, malgré leurs défauts, qui sont des personnes qui incarnent une certaine valeur. Malgré le péché que ces personnes peuvent drainer, ou peuvent en tout cas engranger derrière eux, les gens sont d'accord à oublier tout ça et envoyant à ces personnes des références, des personnes qui peuvent incarner des générations et des générations. Donc je pense que Thomas Sankara est à ce niveau. Aujourd'hui, personne ne doute qu'il a des failles. Même si les vrais collaborateurs de Thomas Sankara, j'ai eu la chance de discuter avec Valère Sommet avant qu'il ne décède, les lions, les Boukari, dit les lions, et tous, ils reconnaissent que l'homme a des failles, normal comme tout autre homme, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Mais on est arrivé à un certain niveau qui fait que les vertus de l'homme dépassent les failles que le gars incarne. Donc, du coup, on ne peut pas accepter aujourd'hui que, moi je sors, je dis que Thomas Sankara était ceci, était cela. Donc du coup, vraiment, c'est vraiment une question d'opportunité. Sinon, moi je pense qu'il a produit une œuvre intellectuelle, il a même dit, ma part de vérité, c'est une position qu'il a prise. Maintenant, n'empêche, ou en tout cas, ses détracteurs, s'ils le veulent, tout le monde peut rentrer en labo, on fait sortir une autre version et c'est ça qui enrichit, parce qu'il y a un auteur anglais qui disait c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Oui. Celui qui n'est pas d'accord, il n'y a pas de problème. Il a sa plume, il peut écrire aussi. Voilà. D'accord. Et Josias, par rapport à l'opportunité, le contexte actuel, est-ce que après l'insurrection, il aurait pu écrire avant l'insurrection que peut-être les gens... C'est justement pourquoi j'embarque un peu le pas de Serge lorsqu'on dit effectivement le contexte. Parce qu'avant de poser un acte ou poser une œuvre intellectuelle, comme disait de suite M. Paré, il y a trois questions fondamentales que l'on se pose. Est-ce que le contexte c'est la première des choses?
est-ce que, qu'est-ce que je vais donner, quelle contribution je vais donner à la société. Oui. Et enfin, et à la troisième chose, la génération qu'on a actuellement, est-ce que cette génération a besoin de cette vérité? Cette leçon. Cette leçon. Cette part de vérité, d'accord. Mais du moment qu'on le rend public dans un livre, ce n'est plus une part de vérité personnelle. Même dans la matière d'éditeur, il s'agit donc de voir, de tenir compte du contexte. Parce qu'aujourd'hui, comme tu as assez bien posé la question, hein, aujourd'hui, depuis ces temps où il s'était opposé aux idéologies de Thomas Sankara, et ça n'a pas marché. Sankara a été victime d'un coup d'État. Donc, c'est-à-dire que celui qui était au pouvoir, à savoir Blaise Compaoré, pourrait être véritablement son ami, parce que comme on dit, l'ennemi de ton ami, c'est ton ami. Oui. Voilà. Et en quelque sorte. Oui, en quelque sorte. En tout naturellement, si tu étais opposé à l'idéologie de Sankara, et Blaise aussi s'est opposé à lui, jusqu'à ce que la mort s'en ait suivi. Donc c'était le moment opportun où Blaise voulait des alliés, voulait des témoignages, sincèrement, pour saluer davantage l'image de l'homme qui pouvait le faire. Et à un certain moment, mais quel soit le choc. Parce qu'aujourd'hui, on voit que la majorité des Burkinabés se réclament sankaristes. Donc, on a dépassé ça. Et maintenant, on se pose la question, tu n'as pas de vérité là. En quoi est-ce que ça va servir actuellement? Le contexte qu'on vit, le contexte sécuritaire, la démocratie. Actuellement, les gens sont en train d'aller vers un gouvernement vertueux. Mais est-ce que la contradiction de l'idéologie sankariste pourrait être opportune aujourd'hui? Je ne crois pas. Et c'est pourquoi, justement, l'âge où on aurait souhaité voir un gens sortir pour dire, bon, écoutez, Sankara, c'est vrai, peut-être en quelques lignes pour parler de quoi qu'il y a eu avec l'homme, mais pour dire qu'il y a quand même des valeurs. Et peut-être nous parler même de l'ancien théâtre, comment est-ce que la gouvernance a été, même parler même de ses 6 mois de pouvoir, tout ça pourrait être bien. Mais véritablement, il faut se dire que lorsqu'on dépasse véritablement ces cadres, c'est pas saisir l'opportunité qui se présente et qu'on s'en prend à lui, comme ça, tout naturellement, on se dit c'est inopportun, c'est inapproprié, c'est pas le moment, et il a manqué l'occasion de se taire. Nous allons vers des élections. Nous sommes en 2020. Oui. Il y a des élections. Et quand il y a des élections, très souvent, on parle de l'électorat qui est manipulé, qu'on achète et autres, tout ça là, et qu'on ne met pas devant cet électorat-là la culture des valeurs. Il n'y a pas de programme suffisamment bien fouillé pour pouvoir amener l'électeur à choisir le candidat en fonction de la qualité de son programme. Oui. Vous voyez un peu, non? Ici, Jean-Baptiste avait écrit sur ça. Sur ça. Il aurait aidé. Parce que là, il allait donner l'occasion aux jeunes qui se désintéressent totalement de la chose politique, qui ne participent même pas. On parlait de ça sur ce plateau. Les gens ne sont même pas allés s'enrôler. Et peut-être qu'on va revenir. La révision même de la liste. Vous voyez, il y a un désintérêt. Les jeunes n'ont même plus confiance aux politiques parce qu'ils estiment que leurs aspirations ne sont pas prises en compte et tout ça. S'il écrivait pour dire aux jeunes, écoutez, c'est le moment pour vous de tenir compte de telle valeur, tel critère pour aller choisir vos candidats, ok, là, il nous aurait été d'une grosse... Mais son livre, c'est un peu de l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire où il ternit l'image de celui qui prônait un certain nombre de valeurs au niveau de la gouvernance. Donc finalement, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Écoutez, ne perdez pas le temps avec quelqu'un qui avait une idéologie progressiste et tout ça là. Écoutez, parce qu'il a des défauts. Mais écoutez, on ne va pas s'attarder sur les défauts. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas de défauts. Mais seulement les valeurs doivent être portées au nu, doivent être magnifiées et permettre à cette jeunesse-là, qui est en manque de repères, d'avoir des repères. Aujourd'hui, le seul repère que les Burkinabés ont, que la jeunesse africaine a, c'est Thomas Sankara. Mais pourquoi il veut qu'on se détourne de ce repère? Vous regardez où Zerbo, quelles pourraient être les vraies intentions de Jean-Baptiste Ouédraogo à travers ce livre? Bon, son intention, c'est de dire la vérité, comme lui-même il a dit, sur la période du Conseil du salut du peuple, c'est-à-dire quand il était au pouvoir. Tu voulais dire sa part de vérité? Sa part de vérité, je veux dire. Donc, c'est comme si c'est son mémoire, en réalité, il est en train de produire. D'écrire. Voilà, il dit qu'il ne va pas s'arrêter à ce... Tout à fait, puisque au regard de son âge, je pense que c'est son mémoire, il est en train effectivement de produire. Et il a dit, ça c'est le premier tome, le second tome va suivre effectivement. Donc c'est pour effectivement éclairer les Burkinabés sur cette période-là, comme je l'ai dit tantôt. Donc son intention, il a dit, Sankara, il a ses défauts, il a ses qualités. Bon, donc on trouve qu'il s'est beaucoup apaisanti sur en tout cas les défauts de l'homme. Donc ce qui a suscité vraiment la colère. Beaucoup de réactions de la part du public. Tout à fait.
Ismaël Paré, pour terminer sur et ce sujet. Très sincèrement dit, je ne partage pas, en tout cas, pour la plupart les propos de Josias et de Serge. Oui. Parce que moi, j'estime, par exemple, quand Josias dit qu'il salit l'image de l'homme, c'est relatif. Est-ce qu'il n'a pas le droit d'écrire? Pour moi, il a le droit d'écrire. C'est une production intellectuelle. Bon, les gens ont le droit de réagir. Non, ça c'est tout à fait normal. C'est ça l'intérêt même du débat. Bien sûr, c'est ça l'intérêt du débat. Oui. Mais parce que si on conditionne, si on dit pourquoi il n'a pas écrit sur le processus électoral, non. On pourrait même dire à Joseph Kizerbo pourquoi il n'a pas écrit à quand le Burkina, pourquoi il a écrit à quand l'Afrique. On pourrait dire à Abdoulaye Sadji pourquoi il n'a pas écrit Acha, il a écrit Maïmouna. On pourrait dire à je ne sais pas, etc. Oui, donc du coup, oui. En tant qu'écrivain, en tant qu'intellectuel, oui. On se donne le droit et les moyens d'écrire les choses dont nous pensons que c'est utile pour notre nation. Oui. De toutes les 1000 manières, oui. Il a dit que c'est sa part de vérité, oui. Parce que Jean-Baptiste Ouedraogo, si nous prenons l'histoire politique, sociopolitique du Burkina Faso, oui. C'est quelqu'un, en tout cas, qui a joué sa partition à un certain moment de l'histoire. Oui. Même si il était considéré comme étant, en tout cas, j'allais dire, c'était le moins mal parce qu'à un certain moment, il n'y avait pas quelqu'un pour diriger les choses. On l'a pris, on a mis là-dessus et on lui a donné le pouvoir. Mais il a animé la vie politique. Il a animé la vie politique du Burkina. Oui. Rappelons-nous dans l'histoire, quand il prenait le pouvoir, on avait demandé à Thomas Sankara de prendre le pouvoir. Sankara a refusé. Tout était réuni pour que Sankara prenne. Mais les jeunes officiers ont dit, nous, on n'a pas encore atteint, on n'a pas encore toute la connaissance. Nous allons nous reposer. Dans peu de temps, nous allons prendre. Et c'est ce qui a contraint à Jean-Baptiste de prendre Thomas Sankara comme Premier ministre. Mais après, Sankara a fait un coup d'État parce que lui aussi, on l'avait emprisonné, etc., etc. Donc, moi, je vais dire, il faut que les gens le concèdent ça. Mais maintenant, tout le débat que nous sommes en train de mener, c'est ça qui est le plus important. C'est important parce qu'il a dit que c'est sa part de vérité. Il est important que la génération qui est là présentement, nous qui n'avons pas connu Thomas Sankara ou ceux qui n'ont pas connu Thomas Sankara, sachent qu'il y a la dialectique, sachent qu'il y a une pluralité d'esprit. Parce qu'il ne faut pas loger les gens dans une pensée unique, dans une pensée unidirectionnelle. Ça veut dire c'est un coup à la démocratie. Il a le droit de dire ce qu'il pense. Quitte à ce qu'on adhère, quitte à ce qu'on n'adhère pas. D'accord, 30 secondes. Oui, mais non, en fait, comme M. Paré parle chaque fois de livre intellectuel, il ne faut pas trop croire que écrire un livre, c'est ça qui est le miracle. Mais c'est un miracle. Non, tu as combien d'œuvres dans ton livre? Non, il ne faut pas parler comme ça. Tu n'en as pas, c'est une œuvre. Je veux dire, intellectuelle, c'est un miracle. Oui, je veux dire, comme le livre intellectuel, lorsqu'aujourd'hui tu as dit quelque chose de très important, quand on est intellectuel, c'est de faire poser un acte qui puisse aider la nation. Mais c'est la question ici qu'on se pose. Ce qu'il a dit, ternir l'image de Thomas Sankara en disant c'est la. Il n'a pas terni l'image. Est-ce que tu as lu le livre? Tu as lu l'œuvre? Il n'a pas terni, il faut faire attention. Il faut relativiser ce que l'on dit. Il n'a pas terni. Je suis citoyen burkinabé. Si j'ai lu le livre, j'ai vu que ça a terni. Ça ne pose pas de vérité aussi de trouver que ce qu'il a dit, ça n'a pas de vérité. Je pense qu'on est autoritaire. D'accord. On est autoritaire lorsqu'on pense que les autres n'ont pas le droit de réfléchir. Faisons attention. Faisons attention. Non, faisons attention. Ce que je voulais dire, faisons attention. Ce que je voulais dire, c'est que il y a eu des réactions. Oui. Mais ce que je voulais quand même déplorer, c'est la virulence des réactions à l'endroit d'une jeunesse qui président pense pouvoir incarner même les voilà, de parce que Thomas quand nous sommes en démocratie, on s'est battu pour la liberté d'expression. Acceptons que tout le monde puisse s'exprimer et que chacun puisse dire sa part de vérité. Acceptons-le. Mais si on veut apporter des contradictions, qu'on l'apporte avec des arguments, mais il faut qu'on évite dans le respect. Dans le respect. Il y a eu trop de virulence dans les propos des uns et des autres à l'encontre ou à l'endroit de Jean-Baptiste. Et ça aussi, il faut le dénoncer, c'est pas bon. Il faut que les jeunes acceptent la démocratie, la libre expression, la diversité d'opinion, il faut qu'ils l'acceptent. Merci Serge pour cette précision. Fin de cette partie sur Ma part de vérité, ce livre à polémique de l'ancien président burkinabé Jean-Baptiste Ouedraogo. À présent, parlons du général Djibril Bassolé, le dernier ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré, qui purgeait une peine de prison de 10 ans pour son implication dans la tentative de coup d'État de septembre 2016 au Burkina. L'homme a été évacué cette semaine en France contre une caution de 30 millions de francs CFA en France où il doit recevoir des soins. Alors, une bonne nouvelle, Zerbo? Oui, naturellement, une bonne nouvelle, puisque dès que... une bonne nouvelle pour qui? Une bonne nouvelle pour Djibril et une bonne nouvelle pour les Burkinabés, puisque depuis que... effectivement, sa photo à faire effectivement le tour des toits. Des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vraiment, ça a provoqué vraiment une indignation au sein de l'opinion. Donc, vous voyez,
Bon, allez-y. Toute l'opinion, je vais dire. Puisque, oui, il y a eu des réactions par-ci, par-là, pour demander en tout cas aux tenants du pouvoir, ou en tout cas aux autorités, de lui permettre en tout cas d'aller se faire soigner en France. Voilà, donc je pense que c'est l'image surtout qui a beaucoup pesé, voilà, sur effectivement son évacuation en France. Je peux dire que c'est une très bonne nouvelle, hein, c'est une très bonne nouvelle, puisque si dans ces conditions on le gardait et que bon, le pire arrivait, vous voyez, ça n'allait pas donner effectivement une bonne image de notre pays, il n'allait pas donner une bonne image des autorités. Alors je pense qu'en acceptant son évacuation, moi à mon avis, vraiment c'est une très bonne nouvelle. Donc c'est le côté social des autorités qui a beaucoup pesé. Voilà, qui a beaucoup pesé. Alors Serge, l'évacuation de Djibril Bassolé, comme Zerbo l'a dit, de nombreuses voix s'étaient élevées pour réclamer la mesure. Désormais c'est chose faite. Alors que faut-il voir derrière cette mesure? Derrière cette mesure, ce que je vois en premier, c'est que on a quelque peu forcé la main à la justice burkinabé. Et ça, c'est, moi je dénonce. Mais Djibril, dans une interview, dit que la justice n'empêchait pas son évacuation. Ça, c'est lui qui le dit. Bon. Ce qu'on sait, oui, c'est que c'est la justice qui a autorisé qu'il puisse partir. Parce c'est un prisonnier. Et seule la justice peut décider pour qu'il puisse partir. Et du reste, il y a même dans la procédure, et ses avocats l'ont dit, sous peu, on va introduire une procédure pour qu'il puisse bénéficier d'une liberté provisoire. Donc c'est pour dire que c'est la justice qui décide. Et si on se rend compte, parce que quand on lit tout ce qui a été dit un peu à gauche à droite, on se rend compte qu'il y a eu une pression sur les autorités burkinabées. Et donc, si cette pression a eu lieu, parce que même, il nous revient que même à Pau, le président Roch, PAU en France, oui. Ce dossier-là s'est invité en aparté avec le président Roch et le président Macron. Parce que les avocats Djibril l'ont dit, qu'ils ont saisi le président Macron pour qu'il intervienne auprès du président. Si tel est le cas, si c'est comme ça s'est passé, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'on est en train de nous dire que la séparation du pouvoir là, c'est pas totalement une réalité. Oui. Et ça, c'est pas bon. Parce que déjà, que ce soit Djibril, que ce soit Djendéré, tous ceux qui ont été condamnés dans le cas du putsch, disent qu'ils sont des prisonniers politiques. Et donc, si la présidence intervient pour qu'on puisse accorder une liberté à quelqu'un, bien lui permettre d'aller se soigner, c'est dire qu'ils sont en train d'apporter du lot au moulin de ceux qui ont dit que ce jugement-là, qui a coûté beaucoup d'argent aux contribuables burkinabés, là, c'est un jugement politique. Et ça, moi, je trouve que c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Maintenant, Djibril, c'est un être humain. Et personne ne souhaite qu'un être humain ne puisse pas bénéficier de soins adéquats. Il parlait tout à l'heure de la photo qui a circulé sur la toile. Là encore, il y a un problème. Parce que quand quelqu'un est prisonnier, et même quand il va se soigner, s'il n'est pas autorisé qu'on puisse faire une photo. Et dans quelles conditions les gens ont fait cette photo? Cette façon de faire là aussi est en porte-à-faux avec la loi et ça, c'est pas bon. Maintenant, à la maison d'arrêt et de correction, dans nos différentes maisons d'arrêt. Personne ne dit que la photo est authentique ou pas. Bon, dans tous les cas, il parlait de la photo. Voilà pourquoi j'en parle. Si, effectivement, non, la photo est authentique. Ça, je peux le dire parce que je me souviens, ils ont fait le fact-check de la photo. Effectivement, c'est authentique, mais on n'a pas su où ça a été pris. Mais c'est authentique. Qui a fait la photo, mais c'est authentique. Et encore pour terminer, c'est que dans nos prisons, il y a beaucoup qui sont malades. Il n'y a pas un seul malade dans nos prisons, il y a plusieurs malades dans nos prisons aussi. Voilà. Est-ce qu'on pourra donner la possibilité aux autres aussi de pouvoir bénéficier de ces faveurs-là? Parce que vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas de personnalité pour mettre la pression sur la justice, sur le chef de l'État, vous allez rester dans la prison, mourir pendant ce temps, parce que d'autres ont des moyens, on met la pression. Ça aussi, ça fait qu'on catégorise les Burkinabés et ça, c'est pas bon. Donc c'est comme si c'était une justice à double vitesse. Alors, oui, d'abord, vous parlez que Zerbo parlait tout de suite de la photo qui a circulé, qui a certainement eu raison. Créer donc cette sorte de manimini donc au niveau du pouvoir. À ce niveau-là, moi je suis d'abord, quand la photo circulait, moi je dis, pour être honnête, moi ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Parce que je me suis dit quand même que Djibril Bassolé était un détenu. Or, quand on est prisonnier, ça veut dire... Mais on voyait un personnage très malade. Mais oui, d'abord, quand on est en prison, ça veut dire que c'est une punition. Quand on te met en prison, on te punit. Ça, c'est pas pour te tuer aussi. Non, c'est pas pour te tuer, non. Être maigri, ça veut dire qu'on ne peut pas être dans une prison et grossir quand même. À moins qu'on soit un grand bandit de grand chemin, qu'on se trouve et que c'est la prison qui est son endroit de prédilection où on peut être pour grossir. On ne peut pas, tellement de volets de corps qu'on a mis là-bas, quand ils sortent, ils sont méconnaissables.
Ça, au moins, ça, le président, lorsque tu commets une faute, on t'incarne là-bas, c'est pour que tu puisses te priver de liberté, de te priver de la liberté, tu dois en principe maigrir. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, moi, effectivement, comme ce que ça vient de dire, j'ai vu quelqu'un où des hommes politiques ici ont introduit une demande auprès du président de façon pour demander justement, je dirais, son évacuation. Là, ça pose un problème. J'aurais pu apprendre qu'on puisse introduire des demandes où des hommes politiques introduisent des demandes auprès de la justice militaire pour demander son évacuation. Mais auprès du président, qui vient dire que malgré l'état de, comment on appelle, les états généraux de la justice, qui demandent justement cette liberté de la justice-là, n'est pas encore effective pour Burkina Faso. Parce qu'il faut introduire une demande auprès du président pour qu'il puisse financer la justice, ça pose un problème, comme je viens de le dire. Effectivement, j'ai aussi appris à ce que le débat, c'est même le cas du Bassolo, qui est revenu sur la table de débat au niveau à PO, de l'autre côté. Alors que le même François Macron, aujourd'hui, tu détiens Emmanuel Macron. Tu détiens François Compaoré, dont la justice a vidé son dossier. Il ne reste que la décision politique pour qu'on puisse mener l'extrader vers le Burkina. Vous ne l'avez pas fait et vous demandez à ce que le président, lui, il puisse évacuer, quand même être détenu. Ça pose un problème. Et pour terminer, justement, comme ce qu'il disait, c'est tout à l'heure là. Je crois qu'aujourd'hui, quand on est prisonnier, ça dit d'abord le minimum, même si tu as droit à la santé, mais au moins le luxe. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les différents prisonniers qui sont dans nos maisons d'arrêt de correction puissent avoir accès aux soins de santé quand ils sont malades. Et je pense que c'est ce qui se fait. Mais aller au-delà même du pays pour dire non, ça veut dire que même les prisonniers reconnaissent que nos centres de santé ne sont pas fonctionnels, ne sont pas opérationnels. Et ça pose un problème. Ça veut dire que c'est des discrédits même sur les différentes structures étatiques du burkinabé. Et là, personnellement, je suis gêné. Vous êtes gêné. D'accord. Ismaël Paré, c'est une évacuation sous caution, 30 millions de francs CFA. Bon, qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'est la procédure en matière de justice. Oui. Voilà, c'est une mesure juridique et judiciaire. Voilà, si telle a été la décision du juge. Est-ce que c'est normal? Bon, c'est conservatoire. C'est des mesures, c'est des mesures conservatoires. C'est comme nous partons aux élections, on dit à chaque candidat de déposer une caution de 20 millions ou de 30 millions. C'est exactement la même chose. Donc du coup, ce n'est pas un cas isolé, hein, ça existe. Mais maintenant, revenant sur l'évacuation, vous savez que depuis un certain temps, des voix s'élèvent pour demander l'évacuation de Djibril Bassolé. En tout cas, la question c'était est-ce que c'était de bonne foi ou de mauvaise foi, parce que les gens aussi voyaient en cette méthode le fait de se soustraire de la justice. Ça, en tout cas, cette interrogation taraudait un peu l'esprit des Burkinabés. Pour rejoindre Serge, j'ai eu l'impression comme s'il y a eu une pression. Et cette pression, elle est morale. Vous voyez, aujourd'hui, lorsqu'on use la photo de Djibril Bassolé, on montre quelqu'un, je m'excuse, qui est chétif, qui est en perte de poids, quelqu'un qui fait pitié. En réalité, tout de suite, c'est le cœur qu'on met devant, c'est le sentiment, etc. Personne n'est insensible face à ces images. Et on a vu certains hommes politiques, pas des moindres, ils ont rendu visite à Djibril et ils ont même plaidé, ils ont fait des publications sur leur compte Facebook pour dire, voilà, nous demandons à ce qu'on évacue le gars, c'est un général, etc., etc. Bon, du coup, si le remords doit prendre le dessus, parce qu'on n'est pas insensible, nous qui sommes en train de commenter ces choses, on n'est pas insensible. Mais c'est tous des autres êtres humains. Bien sûr, nous sommes des êtres humains, on n'est pas insensible. Mais il faudrait aussi qu'à un certain niveau, si on veut être rigoureux, qu'on soit rigoureux. Parce qu'il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Parce que l'évacuation d'une personne, d'une tierce personne, sur la base, en tout cas, de motifs de santé, la question est purement juridique et judiciaire. Mais il faut aussi préciser que Djibril a fait appel de sa condamnation. Oui. Et que peut-être... Mais Moussa, qui n'a pas fait appel de sa condamnation? En fait, c'est l'ordre normal des choses. Chacun va, et tout le monde veut, j'allais dire, évacuer les voies de recours. C'est normal en droit. Josias ne me dirait pas le contraire. Il faut qu'on évacue les voies de recours jusqu'à ce que la dernière juridiction puisse statuer en dernier ressort.
là, chacun pourra être face à ses responsabilités. C'est normal que Djibril Bassolé, il intente une action de pourvoi en cassation, ou en tout cas à demander à la juridiction supérieure de casser la décision du premier juge. Ça, c'est tout à fait normal. C'est normal. Mais maintenant, parlant de son évacuation, moi, je suis d'accord qu'on évacue un prisonnier qui ne s'appelle pas Djibril Bassolé. N'importe lequel qui est malade, qui remplit les conditions d'être évacué. Cela suppose qu'il y a un médecin traitant qui va donner des PV, qui va suivre les procédures nécessaires pour demander à la justice de pouvoir évacuer son patient. Ça, c'est tout à fait normal. Mais maintenant, si on doit évacuer une personne sur la base de son nom ou sur la base de son titre, c'est là aussi qui gêne un peu. Parce que si on demande au président du Faso d'intercéder, j'ose croire que ce n'est pas le président du Faso qui a intercédé. Parce que ça remet en cause tout ce que nous sommes en train de dire, l'indépendance de la justice, la question de séparation du pouvoir, même si nous savons qu'il y a une collaboration de pouvoir entre les trois pouvoirs. Mais c'est une question purement juridique et purement judiciaire. Parce qu'on a vu aussi des gens qui ont bénéficié des libertés provisoires sur la base de la santé, oui, mais qui ne se taisent pas, qui sont là, ils chantent même. D'accord. Ça pose problème. Alors, et puis là, il faut préciser là. Parce que moi, j'aurais aimé que ce soit Djibril, on le présente devant les spécialistes de la santé au burkinabé, qui a parti donc les constats, les diagnostics, qui dit, bon, écoutez, qui fait des réflexions pour dire, il souffre de tel mal que notre plateau technique ici ne nous permet pas de prendre en charge. Tel maladie. Travail a été fait par les avocats. Ça a été fait par son médecin, ça a été fait. Ça a été fait. Je pense que c'est sur cette base-là même. Mais maintenant, c'est la manière dont parlait Serge, c'est la manière. Oui. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, ça a été fait. Je pense que son médecin traitant, depuis lors, demandait l'évacuation de son patient. D'accord. Parlons maintenant de l'avenir politique de l'homme. On a vu que même malade évacué en France, il continue de parler. Il a accordé une interview à un média où, au sujet de ses ambitions politiques, il affirme que c'est le terrain qui va commander la manœuvre. Naturellement, puisque il faut le dire, Djibril Bassolé reste toujours un homme politique. On a l'impression qu'il n'est pas assez malade. Ah non, même étant malade, sa priorité devait être la santé quand même. L'homme politique, même sur son lit d'hôpital, il voit toujours la politique. Voilà, c'est comme quelqu'un, un animateur en radio, c'est-à-dire que même étant malade, quand il voit le micro seulement, c'est un virus qui l'a piqué. Oui. Vous voyez, donc il a envie de parler. Donc l'homme politique, c'est ça. Même étant malade, il voit son avenir politique. Et pour lui, en tout cas, il va se soigner pour revenir, en tout cas, dans l'arène politique, faire sa politique et puis conquérir le pouvoir d'État. Donc, moi, ça ne m'étonne pas, son interview dans la presse française, moi, ça ne m'étonne pas, puisque c'est un homme politique, reste toujours un homme politique. Est-ce que cette interview ne pourrait pas lui causer d'autres problèmes, Serge? Non, en fait, moi je dis c'est bien fait pour ceux qui se sont laissés émouvoir. C'est bien fait pour eux. Ah oui, c'est bien fait pour ceux qui se sont laissés émouvoir. Parce qu'on nous a dit que... C'est une sorte de liberté provisoire le monsieur, de réserve. On nous a dit que le monsieur il est moribond, et il va falloir faire vite, sinon. Et bon, dès qu'il arrive en Europe, il accorde une interview. Il peut accorder une interview. Moi, je dis c'est bien fait pour ceux qui se sont laissés émouvoir. Parce que là, c'est la preuve que le monsieur, il a bien planifié son affaire. Et aujourd'hui, il est dans un espace où il a un peu plus de liberté. Parce que s'il était dans notre maison d'arrêt de correction ici, il n'allait pas pouvoir donner cette interview-là. Je ne vois pas ce journaliste-là qui allait pouvoir avoir la possibilité de rentrer là-bas. Et puis même, je ne voyais pas lui-même en train de prendre sur lui la liberté de tenir ces genres de propos-là. Donc ça, c'est bien fait pour ceux qui sont laissés émouvoir. Et maintenant, bon, ça aussi, et puis encore, c'est bien fait pour les hommes politiques qui ont fait des mains et des pieds pour qu'ils puissent partir. Parce qu'il y a certains aussi qui faisaient des mains et des pieds parce que, vous savez, les politiciens font les calculs, ils voulaient récolter des dividendes. C'est-à-dire, écoutez, avoir les sympathisants de Djibril Bassolé avec eux pour dire, voilà, nous sommes à vos côtés, on se bat, mais bon, mais si ça n'a pas marché, écoutez, au moment des élections, pensez à nous, tout ça. Voilà. Donc, il dit, la manœuvre va déterminer le terrain. Bon, moi, en fait, il va parler, mais avec la procédure judiciaire dans laquelle on a parlé, il disait, il a interjecté appel. Donc, il va falloir qu'on vide toute cette affaire-là. Donc, tant que ce n'est pas vidé et que lui, il est dans cette situation-là, il lui sera difficile de pouvoir se retrouver sur le terrain. Son avenir politique est hypothéqué, ça c'est clair. Mais je le dis, ma conclusion, c'est tant pis pour ceux qui pensaient que le monsieur-là était à 2 doigts de la mort. Peut-être, j'ose croire que la justice burkinabé a pris toutes les mesures
qu'il revienne. Pour qu'il puisse revenir. J'ose le croire. Parce qu'il ne faudrait pas que ça crée un précédent. Parce que vous savez déjà qu'il y a il y a un dossier pendant, entre le Burkina et la France. Il y a l'affaire François Compaoré. Parce qu'il ne faudrait pas encore, parce que la France est un pays de la liberté. Ça au moins c'est clair. Il ne faudrait pas qu'à un certain moment, le gars, ses avocats vont, puisque nous sommes en droit, les spécialistes du droit utilisent les failles de la législation. Parce qu'à un certain moment, quand le gars va se rétablir, on le souhaite vivement. Ces avocats, c'est des praticiens du droit. Ils peuvent dire, bon, si le gars il revient au Burkina, sa vie peut être... On peut évoquer un certain nombre de choses. On peut évoquer un certain nombre de choses pour demander, parce que l'extradition en matière politique n'existe pas. Il suffit seulement de prouver qu'il est un prisonnier politique, etc. Vous allez voir qu'on va tomber dans un certain souci, dans un certain problème qui peut créer un précédent. J'ose croire que la justice burkinabé a pris tous les garde-fous pour que cela ne pose pas de problème. Il finit de se soigner, il revient dans là où il était. Affaire donc à suivre. Fin de cette partie sur l'évacuation du général Djibril Bassoulé. Place maintenant aux élections présidentielles et législatives de 2020 au Burkina pour refermer cette émission avec cette semaine l'annonce par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, du report de la révision de la liste électorale au plan national, révision qui devait débuter ce 3 février 2020. Alors, inquiétant ou pas, Josias? Oui, tout à fait. Et puis, c'est inquiétant parce que d'abord, même la situation précédente avec l'enrôlement des Burkinabés de l'extérieur, avec toute l'ambiance qui était au départ, où les gens, même les politiciens, s'attendaient à un groupe potentiel électoral de l'étranger, ça n'a pas été le cas. Donc, ça a dit qu'on s'inquiète aujourd'hui. Mais surtout, encore au niveau de l'institution chargée donc, des organisations des élections, je parle de la CENI, et vous avez vu un peu la crise qui a émaillé cette institution depuis un bout de temps. Donc, je me pose la question, est-ce que tout cela n'a pas affecté même, je dirais, même la capacité opérationnelle de l'institution? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le discrédit que ces crises-là ont affecté à l'institution, ça pose aujourd'hui un véritable problème que l'on se demande, est-ce que beaucoup de questions. Et enfin, vous savez que le Burkina Faso, depuis, je dirais, 90 pratiquement, non, avec la constitution de 1991, là, aujourd'hui, ce n'est pas après l'insurrection, c'est-à-dire sous la transition que le taux de participation a été plus ou moins élevé. Oui. Mais aujourd'hui, bizarrement, avec ce qu'on vit et ce qu'on a vécu, ce qu'on vit là, aujourd'hui, ça risque de ramener encore très bas le taux de participation. Et c'est là, quelle serait donc la fiabilité, la crédibilité donc, de ceux ou bien de celui qui sera élu. Alors, Zerbo, dans son annonce, la CENI précise qu'un nouveau chronogramme sera communiqué à l'issue des concertations qui sont en cours. Alors, de quelle concertation s'agit-il exactement? Une concertation entre les acteurs politiques. Oui. Voilà. Donc, la faute, ce n'est pas du côté de la CENI en tant que tel? Non, ce n'est pas du côté de la CENI. Je pense que quand on parle de CENI, la CENI regroupe les acteurs de l'opposition, de la société civile et puis le parti au pouvoir. Donc, c'est tous ces acteurs-là. Oui. Donc, on ne peut pas mettre effectivement la faute voilà, par la CENI. Donc, il faut reconnaître que depuis effectivement le processus de l'enrôlement effectivement des électeurs, c'est-à-dire que les problèmes ont commencé à partir de ce niveau. Donc, depuis ce temps, donc, la CENI a été minée, en tout cas, par des difficultés. Donc, je pense qu'il faut effectivement revoir les choses et puis, bon, proroger un peu, effectivement, la révision de la liste électorale. Moi, je pense que la CENI est en train de reculer pour mieux sauter, afin de permettre en tout cas... Est-ce que tout cela, ce n'est pas inquiétant parce que les élections, c'est en novembre prochain, nous sommes à quelques moins de 10 mois de scrutin. Oui, et Serge? Non, moi, véritablement, je ne m'inquiète pas. Vous ne vous inquiétez pas? Non, je ne suis pas inquiet. Vous êtes confiant? Parce que au Burkina Faso, on a une commission électorale qui est inclusive. Elle est inclusive, tout le monde y est. Donc, on n'a pas entendu des acteurs politiques parler de la partialité de la CENI. Et même le professionnalisme de la CENI, jusque-là, n'est pas encore mis en cause. Voilà. Mais pour moi, ce report-là pourrait s'expliquer par le constat d'échec. Ça, c'est
pour parler comme l'opposition, Oui. et la surprise pour parler comme le président de la CENI, après les enrôlements qui se sont passés à l'étranger. Certainement, ils se sont dit qu'ils n'ont pas suffisamment préparé les Burkinabés pour qu'il y ait un engouement autour de l'enrôlement. Donc certainement, ils se sont dit qu'il va falloir tirer les leçons et puis faire en sorte que les mêmes choses ne se produisent pas au niveau La national. CENI parle de concertation en cours avant le début. Oui, bien sûr, parce que en fait, vous savez, on voit la CENI, on en a parlé ici, mais c'est un mouvement d'ensemble. C'est un mouvement d'ensemble parce que la CENI est un opérateur technique. Maintenant, si le fichier électoral aussi est squelettique, la CENI ne peut pas dire qu'elle n'y est pour rien à 100%. Mais il va falloir aussi que les acteurs politiques jouent leur partition. Et ça, c'est assez important. Aujourd'hui, on a dit qu'on allait commencer le processus. Ils ont même fait des répartitions par zone. Ils ont dit que bon, les entités administratives de Bobo et de Ouaga, c'est assez particulier. Mais de vous à moi aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis en place comme dispositif? On commence où? Ça tourne où? Moi, en tout cas, personnellement, je ne sais pas d'abord. Donc, la CENI je ne sais pas si vous le savez. Donc, la chose aussi, ça c'est un. Nous, par exemple, au passage, je remercie Zebo qui a fait la fleur à ceux qui travaillent à la radio pour dire qu'ils ont une certaine passion. Nous, on a reçu des communiqués de la CENI pour pouvoir les diffuser. Alors que l'enrôlement était prévu pour commencer le 3. Mais il y a un problème. Moi, au moment où le communiqué arrivait, je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? Ils veulent juste faire venir un communiqué pour faire venir un communiqué parce qu'on sait tous qu'un communiqué, il faut qu'il passe pendant une bonne période pour que les gens soient. Donc, certainement, la CENI s'est rendu compte qu'ils étaient en train de mettre un peu la charrue avant les bœufs. Donc, pour éviter qu'on engage de grands moyens et puis on a de faibles résultats, ils ont décidé de mettre. Donc, moi, personnellement, moi, je suis pas inquiet. Je ne suis vraiment pas inquiet. Josias, non, il a fini de parler. Non. L'autre qui a parlé, c'est moi qui ne vais pas parler. Josias, non, c'est moi qui donne la parole. Donc, comme je dis, moi, après le contraire, moi, tant que je ne vois pas les choses à l'œuvre, parce qu'aujourd'hui, depuis un certain temps, comme je l'ai dit, les différentes guerres qui nous ont servi, aujourd'hui, personnellement, me rend méfiant donc des œuvres. Tant qu'ils ne sont pas à l'œuvre, ce que je vois de l'aboutissement pour dire, enfin, donc c'est la bonne façon. Donc, je pense que en fait, c'est des reports à report où on a même vu la situation de l'enrôlement de Poutine, le sérieux, à ce moment où la CENI s'est invitée dans les débats. Mais personnellement, tout cela a donné de voir un peu de l'amateurisme dans la façon de conduire cet enrôlement. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, je reste méfiant quitte à ce que donc, les choses se passent très bien. D'accord. Ismaël, ça tenait pareil. Vous avez maintenant la parole. Merci bien. Je vous donne la parole. Bon, en fait, franchement, moi, j'ai le sentiment comme si nous sommes surpris des élections. Alors que la mission fondamentale qu'on avait assignée à la transition, c'était d'organiser les élections crédibles. Je pense qu'ils ont... Voilà ce qui a été fait. Le régime de la transition, 2020 aussi, tout le monde savait que quand 2020 va arriver, forcément. Donc, du coup, moi, j'ai l'impression que c'est comme nous sommes un peu surpris. Et c'est ça qui me désole, en fait. Parce que lorsqu'on dit, on reporte l'enrôlement à une date ultérieure, sans donner, ultérieure, c'est vague. Ça peut être dans 2 mois. Oui, ça peut être dans 3 mois. Aussi. Donc, l'idée qu'on peut se faire, ça peut être dans 1 semaine. Donc, du coup, ce n'est pas rassurant. C'est vraiment, ce n'est pas rassurant. Je suis d'accord. La mission de la CENI, c'est d'organiser convenablement les échéances électorales. Mais il revient aussi à l'État de créer les conditions favorables pour permettre à la CENI de pouvoir travailler. Ça, il faut qu'il y ait cette synergie d'action pour que les échéances électorales puissent se tenir en bonne date. Est-ce qu'avec ce report de la révision de la liste électorale, est-ce que clairement on ne va pas aussi vers un report des élections? Normalement, l'un ne doit pas entraîner l'autre, mais ça ne s'exclut pas. C'est ça aussi, ça ne s'exclut pas, ce n'est pas intimement lié. Parce que le temps est désormais bien sûr, compté. le temps est... C'est pour ça que j'ai dit, je sens qu'on est un peu surpris, alors que ça ne devrait pas être. L'un ne doit pas exclure l'autre, mais ce n'est pas tout de suite dire que, parce qu'on a la CENI a reporté, il faut aller, parce que la classe politique n'entend pas de cette oreille de pouvoir mettre les échéances électorales
après 2020. En tout cas, pour le moment, tout le monde travaille, tout le monde espère que les élections vont se tenir en bonne date. Et je pense que ça serait même dans l'intérêt de tout le monde, ça serait dans l'intérêt du pays. Mais maintenant, il est important que la CENI puisse franchement dans les jours prochains clarifier, sortir sur le terrain pour donner un calendrier vraiment convaincant. En fait, la date du 3 février, c'est la CENI qui l'a donné. Ils auraient pu donner le 3 mars, que peut-être on ne serait pas en train de faire ce débat-là. Vous voyez, bon, maintenant, le fait de reporter la date, c'est vrai qu'ils n'ont pas expliqué. Ils ont parlé de concertation interne et autres. Ils parlent de concertation en cours. Mais il faut dire que le challenge de la CENI, c'est de faire en sorte que le fichier électoral ne soit pas squelettique. C'est ça son challenge en fait. Et donc, il faut créer les conditions pour qu'il y ait un engouement autour de l'enrôlement. Et je pense que c'est ce qu'ils doivent chercher à régler. Cette tâche ne compte pas seulement seulement la CENI. Voilà pourquoi il va falloir qu'ils se concertent et que chacun s'y mette. Parce que les acteurs politiques aussi, il faut le dire, avec ce qui s'est passé avec les Burkinabés vivant à l'étranger, on s'est rendu compte que les acteurs politiques ne jouent pas bien leur partition. Voilà. Mais là, quelqu'un parlait des salles qui remplissent en recto verso, mais ces salles-là, c'est les mêmes personnes qui vont pour chaque parti politique. Donc, du coup, si c'est eux seulement qui vont se faire enrôler, vous comprenez que ça soit squelettique. Maintenant, l'autre chose aussi, et voilà pourquoi je parlais du livre du président Jean-Baptiste, l'autre chose aussi, c'est de faire en sorte que la jeunesse, c'est eux qui sont les plus nombreux, puisse vraiment avoir confiance en cette classe politique-là et qu'elle ait un engouement pour aller se faire enrôler. Et ça, c'est vraiment un challenge, un défi à relever, parce que les jeunes sont pas très souvent contents des hommes politiques. Ah, d'accord. Bon, donc, dernière question, Julias. À qui est-ce que ce report pourrait profiter? Non, mais à tout le monde, certainement à tout le monde. Mais comme si on parle donc de concerter, une concertation entre les acteurs de la classe politique, donc ça veut dire que je dis mais certainement que tous les acteurs de la classe politique tiennent à ce qu'effectivement ils ont un intérêt, ils partagent un intérêt avec donc ce report. Même quand cela détient, comme je l'ai dit, parce que justement, comme Paris le disait tout à l'heure, parce qu'on a eu cette série-là, même s'ils n'étaient pas, je dirais au départ, donc les acteurs qui sont là aujourd'hui, ce n'est pas eux qui étaient là, qui ont conduit les élections sous la transition totalement, mais quand même, il y a une expérience est là, ils savent très bien comment est-ce qu'il faut s'y prendre, à quel moment. Comme vous venez de le dire, si vous-même vous savez, on donne la date de 3 février et que vous venez avec un communiqué, et peut-être dire comme ça veut dire que vous voyez, il y a un peu de la négligence, il y a un peu de la nonchalance dans la chose. Et c'est pourquoi ce qui fait qu'effectivement, on s'inquiète du fait qu'est-ce qu'ils ont pris véritablement la pleine mesure de la situation. D'accord. Panorama Média de ce jour s'arrête là. Était avec nous sur ce plateau Josias Dabiré, correspondant de Burkina Info TV à Bobo de Lasso. Ismaël Satounet Paris, journaliste reporter à la RTV2 Télévision. Serge Thier, journaliste à la radio Liberté de parler et de communiquer. A signalé aussi que Ahmed Zerbo, directeur de publication du journal Libération, était avec nous. Il vient de nous quitter pour raison de santé, à la meilleure santé à lui. Merci chers confrères d'avoir répondu à notre invitation, à vous tous qui avez suivi cette émission. Merci pour la fidélité au programme de notre chaîne, la RTV2. À dimanche prochain, Dieu voulant, pour un nouveau rendez-vous. En attendant, retrouvez ce numéro de votre émission en rediffusion ce lundi après 22h30.